Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent. Et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, 2 cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau. Ce fameux panneau, ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les 3 principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un troisième cas très important et que vous oubliez souvent. Le troisième cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée et donc tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée.
Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Bah oui, pourquoi ? Bah tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Dans ce contexte, je peux prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, juste là, c'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Et comme son nom l'indique, cette ligne de dissuasion t'empêche deux choses. Enfin, te dissuade à deux choses. Elle te dissuade de dépasser un véhicule et elle te dissuade également de prendre une sortie. Alors, là, tu vas me dire, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis une ligne blanche ? Ils pourraient mettre une ligne blanche, comme ça on saurait directement qu'il est impossible de franchir cette ligne. Oui, mais il y a des exceptions. On peut franchir cette ligne à deux exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 3. Je peux dépasser le vélo en franchissant la ligne blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En laissant 1 mètre de distance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, c'est une question très intéressante. Alors, la règle générale veut qu'on n'ait pas le droit de dépasser quand on a une ligne blanche. On n'a pas le droit de ni franchir, ni chevaucher une ligne blanche. À une seule condition, si on veut dépasser un vélo. Alors, là, on en vient à des termes techniques. Il y a le mot franchissement et le mot chevauchement, qui sont deux termes techniques différents. Bien sûr, je vous renvoie à la formation, au cours de la formation, parce que ce sont des nuances qui vont faire que vous allez avoir votre permis ou non. Alors, donc oui, on a le droit de dépasser en chevauchant la ligne blanche. Alors, c'est quoi la différence entre franchir et chevaucher ? Lorsque vous franchissez la ligne blanche, vos 4 roues sont à l'extérieur de la ligne blanche. En gros, vous roulez à contresens. Le chevauchement, il y a seulement 2 roues qui sont à l'extérieur de la ligne blanche. Donc là, dans ce cas-là, oui, on peut dépasser le vélo en chevauchant la ligne blanche et non pas en la franchissant. Est-ce que je laisse 1 mètre de distance lorsque je la dépasse ? Enfin, lorsque je dépasse le vélo. Alors ici, on est hors agglomération. Donc hors agglomération, on laisse 1,50 m lors du déplacement d'un vélo. En plus de ça, il faut regarder le contexte. C'est-à-dire que
là, effectivement, je peux la dépasser parce que il n'y a personne qui vient en face. Et puis derrière, lorsqu'on regarde les rétroviseurs, il n'y a personne qui essaye de nous dépasser. Question numéro 4. Le véhicule jaune est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, tu dois savoir qu'il existe différents types de stationnement ou d'arrêt infractionnels. Tout d'abord, tu as l'arrêt ou le stationnement abusif. Ensuite, gênant. Puis, très gênant. Et enfin, le stationnement ou l'arrêt dangereux. Ici, on a affaire à un arrêt très gênant. Pourquoi ? Parce qu'on est arrêté sur un passage piéton. Cette infraction est une contravention qui est punie d'une amende de 135 €. Alors attention, je vois beaucoup de personnes qui confondent infraction, contravention, délit et crime. Ce sont des choses bien distinctes. Je vous conseille vraiment d'aller dans la formation pour voir ces notions avec précision et acuité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 5. Je souhaite tourner sur la rue située à ma gauche. Je dois céder la priorité au camion en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu vois bien ici, on a un camion qui vient en sens inverse, donc en face de moi, et moi je veux tourner à gauche. Alors, ici, je vais devoir laisser passer le camion. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est sur sa voie. Si je tourne à gauche, je vais devoir aller sur sa voie, qui n'est pas la mienne. Donc, juste pour cette raison, je devrais lui laisser la priorité. Autre raison. Si je tourne à gauche, le camion se situe à ma droite. C'est donc également une priorité à droite. Donc ici, je laisse passer le camion. Puis, quand il n'y aura personne sur la voie, je pourrai tourner à gauche. Donc, pour répondre à la question, je dois céder la priorité au camion en face de moi pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Cette signalisation verticale indique réponse A, un obstacle, réponse B, une intersection. Alors, je suis sûr que vous vous posez la question, c'est quoi une signalisation verticale ? Alors, une signalisation verticale, ça va être toutes les signalisations qui sont verticales, c'est-à-dire les feux, les panneaux, les balises et les bornes. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle une balise. Alors, celle-ci, c'est une balise d'obstacle. Elle indique un obstacle sur la chaussée. Une balise d'intersection ressemblera à ça. Donc la bonne réponse ici
et la réponse A. Question numéro 7. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules est de A. 1 seconde, B. 2 secondes, C. 3 secondes. Encore une fois, c'est une question de cours. Sachez que ce sont des questions récurrentes. Hein. Il y a 4 distances à connaître. La distance de sécurité, la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Vous devez comprendre ces 4 distances et vous devez savoir les calculer. Ça, vous allez voir ça dans le cours. On ne va pas pouvoir voir ça aujourd'hui, ce serait trop long. Aujourd'hui, on parle d'intervalle de sécurité ou de distance de sécurité. L'intervalle de sécurité entre deux voitures doit être de 2 secondes. C'est-à-dire que ce qui vous sépare en temps entre vous et la voiture qui a devant, c'est 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Je dois céder la priorité à un bus qui sort d'un arrêt. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, lorsqu'un bus sort d'un arrêt, il a la priorité. Donc, vous devez lui céder la priorité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Je suis sur autoroute. Je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Ou même en probatoire, on est à 110 km/h. Alors, il faut que tu saches que pour les poids lourds, donc pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc, au minimum, entre toi et le camion, dans cette situation, il y a 20 km/h de différence, ce qui est énorme. Donc, je suis sur la voie de gauche, je suis sur autoroute, je peux dépasser ce camion. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 10. La voie de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, on est sur une route hors agglomération, séparée par un terre-plein central. La voie de droite, comme on le voit avec les lignes épaisses discontinues, est une voie donc réservée. Alors, elle est réservée à qui ? Cette voie, elle est réservée aux véhicules lents. Et des véhicules lents, il peut y en avoir plusieurs. Des poids lourds peuvent avoir une vitesse lente, peuvent être considérés comme des véhicules lents, mais des voitures aussi peuvent avoir une vitesse lente. Alors, c'est quoi une vitesse lente quand on parle de voies réservées aux véhicules lents ? C'est tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. Donc ici, la voie, elle n'est pas réservée spécifiquement aux poids lourds,
elle est réservée à tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Avoir une alcoolémie de plus de 0,8 g par litre de sang au volant constitue réponse A, une infraction, réponse B, un délit, réponse C, une contravention, réponse D, un crime. Alors, souvent, vous confondez tout. Vous confondez contravention, infraction, délit. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Alors, c'est quoi une infraction déjà ? Une infraction, c'est le fait de contrevenir à la loi. D'accord ? Et lorsque vous allez contrevenir à la loi, vous allez avoir des sanctions. Et il y a différents types de sanctions qui sont classées selon leur gravité. Vous allez avoir les infractions les moins graves qui sont des contraventions, ensuite un peu plus graves les délits, et ensuite les plus graves qui sont les crimes. Alors, concernant les contraventions, c'est quoi ? Les contraventions, ce sont des sanctions pécuniaires, par exemple des amendes, plus des sanctions administratives, par exemple des retraits de points, des suspensions de permis, des annulations de permis. Ensuite, les délits, ça va être quoi ? Ça va être la même chose, sauf que ce sera un peu plus. Ce sera des amendes un peu plus grandes, ce sera des sanctions administratives un peu plus grandes, et également des peines de prison. Pour les délits, les peines de prison vont de 2 ans à 10 ans. Et enfin, vous avez les crimes. Donc les crimes, il y aura également des sanctions pécuniaires, il y aura également des sanctions administratives, et il y aura des peines de prison allant de 15 ans à la peine à perpétuité. Voilà la différence entre infraction, contravention, crime et délit. Lorsque ton alcoolémie est supérieure à 0,8 g par litre de sang, ça constitue un délit. Et donc, c'est également une infraction. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 12. Je peux rouler. Réponse A, en feu de position. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Alors ici, on est en agglomération, éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et ou en feu de croisement. Par contre, il est strictement interdit de rouler en feu de route en agglomération. C'est normal. Feu de route. Ce sont des feux réservés à la route. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 13. Je vérifie le bouclage de la ceinture des passagers. Réponse A, majeur. Réponse B, mineur. En cas de non-port, je suis responsable s'ils sont. Réponse C, majeur. Réponse D, mineur. Peu importe que les passagers soient mineurs ou majeurs, en tant que conducteur, vous devez vérifier si tous les passagers ont bien bouclé leur ceinture. En cas de non-port,
Vous êtes responsable seulement s'ils sont mineurs. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 14. Je suis sur autoroute. Je me prépare à dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, il y a plusieurs choses. Remarque tout d'abord que dans le rétro gauche, il n'y a personne. Ensuite, en face de nous, il y a un camion. Et si tu remarques bien, il y a moins de 2 lignes de rive qui nous séparent. Donc, la distance de sécurité n'est pas du tout adaptée. Ensuite, la troisième chose qu'il faut regarder, c'est notre compteur. On roule à 113 km/h. Cependant, comme tu le sais déjà, un camion sur autoroute a une vitesse maximale de 90 km/h. Donc, ici, il y a plus de 13 km/h qui nous séparent entre nous et le camion. Donc, effectivement, on se prépare à dépasser le camion. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 15. Regarder dans les rétroviseurs suffit pour changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va juste jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Donc regardez bien là. Que ce soit sur le rétro intérieur ou extérieur, on n'observe aucune voiture à l'horizon. Ni derrière avec les rétros, ni devant. Alors, est-ce que ça suffit pour changer de voie de regarder par les rétroviseurs ? Souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc ici, là, dans la petite animation, vous voyez très bien qu'on a un angle mort dans lequel peut se trouver une voiture. Donc, ça ne suffit pas de regarder dans les rétroviseurs, il faut tourner sa tête pour regarder ce qu'il y a dans l'angle mort. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. La signalisation motorise le dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a certes une ligne blanche. Alors, vous pouvez dépasser un usager vulnérable, que ce soit un cycliste ou même parfois même un piéton, lorsque vous avez une ligne blanche, seulement si vous chevauchez la ligne blanche. Il ne faut pas la franchir, il faut la chevaucher. Et bien sûr, ici, on est sur route, donc laissez un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc ici, est-ce que la signalisation motorise le dépassement du cycliste ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours n'est plus obligatoire. D'ailleurs, énormément de constructeurs la remplacent par ce qu'on appelle un kit anti-crevaison. Donc, la bonne réponse est la réponse B.
Question numéro 18. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans ce cas-là, on a un bus à droite. Donc, il peut y avoir des gens qui viennent de descendre du bus et qui s'apprêtent à traverser la rue et que vous ne voyez pas. Donc, toujours, lorsqu'on a un bus à sa droite arrêté et qu'on le dépasse, on ralentit. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Je peux m'insérer sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, si tu regardes le rétroviseur gauche, tu vois que il y a un véhicule sur la voie de gauche, mais le véhicule est très loin. Donc, c'est le bon moment pour s'insérer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je cède le passage aux piétons. Alors ici, il faut que tu vois deux choses. La première, c'est que le piéton est sur ta voie de circulation. De plus, on voit très bien qu'il a l'intention de traverser la rue. Donc, pour ces deux raisons, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas céder le passage au piéton. Effectivement, tu vas pas accélérer parce qu'il y a un danger devant toi et surtout, c'est un danger avec un usager vulnérable. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Changer de position régulièrement constitue un signe d'apparition de la fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, effectivement, il y a plusieurs signes de fatigue. Notamment changer régulièrement de position, c'est-à-dire avoir des sortes de douleurs ou de gênes musculaires, des bâillements, des picotements aux yeux. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 22. La roue de secours est un accessoire obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours et ses autres accessoires, comme par exemple le cric, ne sont pas des accessoires obligatoires. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Dans cette situation, j'allume mes feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de route.
Alors ici, comme vous le voyez, il y a du brouillard. Donc ici, j'allume mes feux de brouillard. Surtout, je n'allume pas mes feux de route car je risque d'éblouir les autres usagers de la route. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Le véhicule A doit céder le passage. Réponse A à gauche, réponse B des deux côtés. Ici, le véhicule A est un stop. Il doit marquer l'arrêt et céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche et qui viennent de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D, réponse B, la lettre N. Une fois stationné, je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P, réponse D, la lettre R. Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique. Donc pour les voitures automatiques. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Ce symbole indique un parking réservé au tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Situé généralement en périphérie des villes. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, ce nouveau type de parking ont été créés justement en périphérie des villes, en général au début des lignes de tramway et de bus, pour que les usagers puissent se rendre en centre-ville, en transport en commun. Alors, le P plus R, c'est pas pour parking relais, c'est pour park and ride. Alors, ce ne sont pas des parkings spécifiquement réservés aux usagers des tramways. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 27. Le siège enfant est bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, c'est une question de cours, hein. Une notion basique. Alors, effectivement, on peut placer un siège enfant sur le siège passager avant, comme ici, à deux conditions. À condition que le siège soit dos à la route et d'avoir désactivé l'airbag passager. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 28. Je rentre dans un tunnel. Je reste en feu diurne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez, il y a le petit panneau d'obligation « Allumez vos feux » juste à droite. Cela signifie que vous êtes dans l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Donc ici, les feux diurnes ne sont pas suffisants. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu diurne, je vous conseille fortement d'aller dans la formation en lien dans la description. On a mis en place une plateforme pédagogique en ligne. En plus, très très accessible. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment accessible à tous. Il y en a pour tous les budgets. Donc, mais si vous ne savez pas ce que c'est que des feux diurnes, là, par contre, il faut aller dans le cours. Donc ici, les feux diurnes ne seront pas suffisants. On a une obligation d'allumer nos feux de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Si un usager vient de la droite, réponse A, je passe. Réponse B, je cède le passage. Alors, ça on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans le cours de la formation. Donc ici, on a affaire à une intersection, d'accord, où il n'y a pas de signalisation. Il n'y a ni une signalisation horizontale, ni une signalisation verticale. Dans ce cas-là, le régime de priorité est celui de la priorité à droite. Donc, je dois céder le passage aux véhicules venant de droite, s'il y en a, bien sûr. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule. B. De connaître la pression des pneus. C. De connaître la taille des pneus.
Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Je souhaite faire demi-tour sur ce giratoire. J'actionne immédiatement le clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place immédiatement sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se sont posé des questions sur la question en elle-même. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on me pose la question de mettre le clignotant gauche et pourquoi me pose-t-on la question sur le fait d'aller sur la voie de gauche? Alors, c'est tout simplement parce que pour faire demi-tour sur un sens giratoire, il y a une procédure bien particulière. Alors, quelle est cette procédure? Tout d'abord, pour faire demi-tour sur un sens giratoire, il faut se placer sur la voie de gauche, c'est-à-dire mettre son clignotant gauche et se décaler sur la voie de gauche. Ensuite, on entreprend le demi-tour comme ceci dans le sens giratoire. Alors, par contre, regarde bien la situation qu'on a ici. Sur le rétroviseur gauche, on voit qu'on a une voiture juste derrière nous qui est très très proche. D'ailleurs, on la voit quasiment pas sur le rétroviseur intérieur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord laisser passer le véhicule qui est à notre gauche, puis une fois que le véhicule est passé, on met notre clignotant gauche, puis on se déplace sur la voie de gauche pour initier notre demi-tour. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 32. Je suis en train de secourir cette victime qui est inconsciente. Je dois, réponse A, vérifier une hémorragie externe. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse D, la déplacer en sécurité sur le trottoir. Alors, dans le cas où on est face à une victime d'un accident de la route qui est inconsciente, quelle est la procédure à mettre en place? Tout d'abord, il va falloir vérifier si elle ne souffre pas d'une hémorragie externe, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sang qui coule de son corps. Dans ce cas-là, il faudra donc appliquer une pression à l'endroit de l'hémorragie. Ensuite, il faudra mettre cette personne en position latérale de sécurité. Et enfin, il faudra, si possible, la couvrir avec quelque chose de chaud, parce que toutes les victimes d'accidents souffrent d'hypothermie, c'est-à-dire leur corps se refroidit. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Alors, arrivé à cette étape, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire mais attends, t'as pas oublié quelque chose là? Tu t'appelles pas les secours? Bah non, j'appelle pas les secours. Ah bah pourquoi t'appelles pas les secours? Parce que ce serait la première chose à faire quand même. Bah non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez passer un examen. Et dans cet examen, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a des étapes lorsqu'on est protagoniste ou témoin d'un accident de la route.
Ce programme, il dit quoi? Il dit que si vous êtes victime ou témoin d'un accident de la route, il faut respecter ce qu'on appelle le pas. Protéger, alerter, secourir. Et il faut le faire dans l'ordre. D'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ici, si tu regardes la question, qu'est-ce qu'on dit? On dit « je suis en train de secourir ». Donc tu es dans la dernière étape de la procédure. C'est-à-dire que alerter, c'était la deuxième étape, ça c'est déjà fait. Donc là on est dans secourir, on n'est pas dans alerter. Voilà, donc il faut bien connaître son cours parce que sinon, il y a des questions, vous n'allez pas les comprendre. Et même il y a des questions en fait, vous allez croire que le moniteur a faux, hein, vous allez être persuadé qu'il a faux, alors que tout simplement, disons qu'il vous manque des connaissances. D'où l'importance de se former correctement, sinon on ne comprend même pas ses erreurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Alors, clairement, ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je roule à 80 km/h. Ma distance de freinage est de réponse A, 64 mètres. Réponse B, 24 mètres. Réponse C, 40 mètres. Réponse D, 48 mètres. Alors, si je roule à 80 km/h, ma distance de freinage est de 40 mètres. Sachez qu'il y a un calcul, je ne dis pas ça comme ça, il y a un calcul du code de la route officiel pour calculer cette distance de freinage. Alors, si vous voulez connaître cette distance de freinage, je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout.
Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Question numéro 34. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, franchement, vous avez de la chance parce que ça fait 2 questions très faciles, très faciles d'affilée. Alors ici, c'est évident. On a un passage piéton non protégé. En plus de ça, regardez à gauche, il y a un piéton qui est déjà engagé, donc qui est sur la voie. Donc il est automatiquement prioritaire. Mais de toute façon, dans tous les cas, passage piéton, je laisse la priorité au piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. La conduite sous l'influence de stupéfiants est punie. Réponse A, d'une amende maximale de 4 500 €. Réponse B, de 2 ans d'emprisonnement maximum. Réponse C, de 4 ans de prison maximum. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, la conduite sous l'influence de stupéfiants est un délit. Vous risquez, entre autres, une amende allant jusqu'à 4 500 €, jusqu'à 2 ans de prison maximum, une rétention immédiate du permis, une suspension de permis et l'obligation de faire un stage, et enfin, la perte de 6 points sur votre permis de conduire. Les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et B. Question numéro 36. La prochaine aire de repos comportera une aire de pique-nique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après cette aire de repos, la prochaine aire de pique-nique sera dans 17 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante parce que ça va nous permettre de voir plein de choses. On va essayer de faire rapide. Ici, vous voyez, le panneau du dessus indique qu'on a une aire de Chantecoq. Juste en dessous, on a un panneau qui dit 300 mètres. Donc, l'aire de Chantecoq est dans 300 mètres. Et juste en dessous, on a des panneaux d'indication de service. Par exemple, le panneau avec le P indique un emplacement de parking. Le panneau avec le sapin indique une aire de pique-nique. Et le panneau avec des enfants indique des jeux pour enfants. Et juste en dessous, on a des distances. Donc 17 km pour le panneau de parking et 17 km pour le panneau de pique-nique. Vous devez savoir, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, que il y a un ordre de préséance dans les panneaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le panneau du bas dépend du panneau du haut, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit donc ? Ça nous dit que effectivement, dans l'aire de Chantecoq, la prochaine, il y aura bien donc un emplacement de parking, il y aura une aire de pique-nique et il y aura des jeux pour enfants. Par contre, juste en dessous, on nous précise que
Dans 17 km, il y aura un emplacement de parking également, et il y aura également une aire de pique-nique. Par contre, dans 17 km, il n'y aura pas de jeu pour enfants. Il n'y en aura pas. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit ce panneau ? Il nous dit que si vous voulez faire jouer vos enfants, c'est maintenant. Parce que sinon, ce sera dans 17 km. C'est ça en fait qui veut dire le panneau. Donc, ici, pour répondre à la question, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 37. Pour conduire, votre acuité visuelle doit être au minimum de 7 dixièmes à chaque œil. Réponse A. 8 dixièmes au total. Réponse B. 5 dixièmes au total. Réponse C. 4 dixièmes à chaque œil. Réponse D. Alors, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un petit objet situé à une certaine distance. En général, on mesure ça chez un ophtalmologue. À ne pas confondre avec le champ visuel, qui est un concept totalement différent, qui lui est la proportion de l'espace vu par un œil regardant droit devant lui. Si vous voulez connaître la différence entre l'acuité visuelle et le champ visuel, je vous invite à aller dans la formation. C'est important parce qu'effectivement, il y a énormément de questions en examen officiel sur le champ visuel, l'acuité visuelle. En France, il faut une acuité minimale de 5 dixièmes au total pour pouvoir conduire. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 38. Le taux d'alcool délictuel pour un permis probatoire est de réponse A, 0,8 g par litre de sang. Réponse B, 0,4 mg par litre d'air. À partir de ce taux, le risque d'accident est multiplié par 15, réponse C, 10, réponse D. Encore une fois, ça c'est des questions vraiment qu'on voit souvent. Donc ici, le taux d'alcool délictuel pour un permis probatoire, il est de 0,8 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,4 mg par litre d'air expiré. C'est le même que pour un permis normal. Donc à partir de ce taux, le risque d'accident, lui, il est multiplié par 10. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre
une formation. Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. J'ai passé ma période probatoire et je roule sur route. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Réponse C, je maintiens mon allure. Réponse D, je freine. Alors ici, avant toute chose, avant de savoir si on doit ralentir, freiner, accélérer ou maintenir son allure, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la vitesse maximale autorisée. Pour connaître cette vitesse maximale autorisée, il faut d'abord que je sache où je roule. Alors ici, on roule sur route, comme le dit l'énoncé, mais on roule sur une route à chaussée séparée. Donc, comme vous le savez, je vous remets le document de cours concernant les vitesses maximales autorisées. Hors probatoire sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc on sait que la vitesse maximale autorisée dans ce contexte est de 110 km/h. Actuellement, on roule à 105 km/h comme le montre le compteur. Alors, il y a une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on regarde le rétro, on s'aperçoit qu'une voiture nous dépasse. Dans ce cas-là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, il n'y a aucune raison d'accélérer, surtout qu'une voiture nous dépasse. Pourquoi ralentir, vu qu'on est à la bonne vitesse? Freiner ici n'apportera rien à l'affaire. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Je maintiens mon allure, je laisse le véhicule derrière moi me dépasser. Question numéro 40. Durant ma période probatoire, je place le signe A de préférence. En A, réponse A,
En B, réponse B. En C, réponse C. En D, réponse D. La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.